Histoire du pays breton par Anatole Lebras. Histoire Pascal. À 3/4 de lieue environ, en aval de Lannion, sur le Léguerre, jolie rivière chantante qui réfléchit dans son courant quelques-uns des plus beaux sites de la Bretagne, se voit le vieux moulin de Kerriel, avec sa toiture moussue et gondolée, sa tourelle toute feuillue de lierre d'où s'envolent chaque matin des nuées de pigeons, et ses 2 roues à aubes, taillées dans des chênes massifs, solides encore, et abattant de belles besognes, sans trop geindre, malgré leurs 120 ans révolus. Elles étaient toutes neuves, les braves roues, et d'une jaune couleur de bois fraîchement ouvré à l'époque où se passait cette histoire. C'était au printemps de 1793, un samedi d'avril, ou, comme on disait alors, un sextidie de Germinal, vers le soir. Il avait plu dans la journée, mais le vent qui s'était levé avait chassé les nuages, en sorte qu'il ne traînait plus maintenant dans le ciel nettoyé que quelques flocons épars. « La lessive est finie », dit dans son pittoresque langage maître Jean Derrien, le meunier. « Voilà les draps qui sèchent. Tout de même, il se pourrait bien que Don Caris nous arrive détrempé par l'averse. Fais bon feu, Marivonne. » Debout, en bras de chemise, sur le seuil de la porte, il regardait onduler sur le coteau d'en face les verdures naissantes, saupoudrées de gouttes de pluie que le soleil couchant faisait étinceler comme des myriades de joyaux. C'était un gaillard robuste que maître Jean Derrien, carré de la tête, carré des reins, carré de toute sa personne, jovial du reste, et gardant le goût de rire, même en ces temps troublés. Derrière lui, dans la cuisine, allait et venait sa femme Marivonne, vacant aux apprêts du souper. Petite menue, elle trottinait d'un pas léger de souris. « Ne t'inquiète de rien, » lui dit-elle. « Don Caris trouvera flamme claire et soupe chaude, pourvu du moins qu'il n'y ait pas eu en route d'autres désagréments que l'ondée. »« Tata !» fit le meunier. Le vieux recteur, avec sa douceur de mouton, sait au besoin se faire renard pour dépister les loups. Tout soudain, comme il venait de s'abriter les yeux avec la main pour voir au loin, dans la direction de l'Occident, il s'écria. « Hé, pardieu, je veux être damné si ce n'est pas lui que j'aperçois, descendant la côte de Sainte-Thècle, déguisé en mendiant. »« Ce n'est pas une raison pour blasphémer, Jean Derrien, » observa Marivonne de son ton discret. Elle se hâta vers l'âtre, jeta une brassée de copeaux dans le feu et se mit à écumer le bouillon qui trottait dans la grande marmite. Le meunier, lui, s'en alla en sifflotant à la rencontre du vénérable messire Don Caris. Un prêtre d'autrefois, ce Don Caris, ci-devant recteur de Ploubezré. Ainsi que la plupart des membres du bas clergé en notre pays, il avait été des premiers à saluer l'aube de la Révolution comme le signal d'une ère nouvelle, toute de justice féconde et de généreuse égalité. « Dieu le veut !» avait-il crié dans un sermon célèbre, du haut de sa chaire paroissiale, le dimanche qui suivit la prise de la Bastille. On l'en plaisanta plus tard, quand le cours des choses se fut précipité, emportant les principes mêmes au nom desquels le mouvement s'était d'abord accompli. « Ah ah !» lui disait-on. « Vous avez changé de façon de voir, Don Caris. »« Nullement, » répondait-il. « J'ai tenu la Révolution sur les fonds baptismaux, et je m'en vante. Ce n'est point ma faute si elle a mal tourné. » Il refusa le serment, mais n'accepta pas non plus d'émigrer. Son évêque, Monseigneur le Maintier, le pressant de l'accompagner dans sa fuite, il lui écrivit ces simples mots, non peut-être sans ironie. Un évêque peut s'en aller, il n'a que des liens spirituels avec son diocèse. Mais moi, j'ai toutes mes ouailles suspendues à mes basques. Lors même que je voudrais les lâcher, elles ne me lâcheraient pas. Il quitta son presbytère pour laisser la place libre à son successeur constitutionnel, mais demeura dans la région, invisible et toujours présent. Il excellait à être partout et nulle part. Dans les premiers temps de la persécution, comme il disait,
Quelques administrateurs trop zélés du district lancèrent une dizaine de citoyens à ses trousses, avec ordre de le ramener, pieds et poings liés, à la prison de ville. Les 10 citoyens furent si peu aimablement accueillis sur le territoire de Ploubezré qu'ils s'empressèrent de rentrer à Lannion dardard, jurant qu'ils avaient vu parfois 36 000 chandelles, mais pas l'ombre de Don Caris. On finit par où l'on aurait dû commencer. On laissa en paix ce vieillard. Il avait près de 70 ans. Mais qu'il était donc resté alerte et jeune et vivant. De jour et de nuit, par vent, grêle ou soleil, il se multipliait à travers sa paroisse. Il baptisait ici, confessait là, extrémisait plus loin, se prodiguait à tous, arpentant les routes, franchissant les talus, de ses longues jambes infatigables, sous les déguisements les plus variés. Tantôt maçon, tantôt ménétrier, tantôt colporteur, cachant le penchant d'une hostie entre les pages d'un livret de sans-culotte. Il disait parfois, avec une pointe d'humeur sacerdotale, « Mon remplaçant assermenté n'a vraiment pas grand-chose à faire grâce à moi. Il devrait au moins me rendre le service de soigner en mon absence mes rosiers. » Le vieux prêtre errant et sans abri ne regrettait de son presbytère qu'une admirable collection de rosiers, le seul luxe qu'il se fût jamais permis. Il souffrait de l'avoir négligé par celui qui occupait actuellement son ancienne et chère demeure. Un jour, il ne put se tenir de pousser la porte vermoulue de l'endroit contigu au cimetière et servant de jardin presbytéral. Il entra, la serpe en main, trouva son confrère qui lisait au frais, vautré dans l'herbe folle, foisonnante comme en plein champ. « Tu as là une superbe plantation de rosiers, citoyen curé. »« Possible, fit l'autre, indifférent. « Oui, mais si tu n'y prends garde, chacun de ces sujets menace de retourner à sa nature primitive de sauvageon. Hein ? Parole de jardinier. Que veux-tu que j'y fasse ? On les taille, parbleu ! Il y a dans le nombre, à ce que je vois, des variétés qu'il serait criminel de laisser perdre. » Tu prêches pour ton sang. Eh bien non, citoyen curé. La preuve, c'est qu'avec ta permission, je vais te les tailler pour l'amour de l'art, tes rosiers. Hip, houp. Les branchettes stériles furent élaguées. Don Caris s'éloigna content, et l'été d'après, les roses fleurirent. Tel était l'homme au-devant duquel s'acheminait Jean Derrien, le meunier de Kériel. Ils se joignirent à quelques pas du tronc rustique où les pèlerins de nos jours encore ont coutume de déposer leur offrande en mettant le pied sur la terre de Sainte-Thècle, avant de s'engager dans la sente qui, à travers prés, conduit jusqu'à la chapelle. Pour tout autre qu'un de ses fidèles paroissiens, Don Caris eût été littéralement méconnaissable. Un feutre au bord jadis retroussé, mais amolli et pendant par suite d'un long usage, par suite aussi des fréquentes inclémences du ciel breton, prolongeait une ombre propice sur sa figure émaciée, toute brûlée et comme tannée au grand air. Une barbe hirsute lui mangeait les 3/4 du visage. Ses pieds nus étaient chaussés de sabots fourrés de paille de seigle. Une veste en peau de mouton lui couvrait tant bien que mal les épaules, et ses braies en toile, rapiécés de morceaux des nuances les plus diverses, étaient retenus par une corde autour de ses reins. Il portait en bandoulière son bissac de quêteur d'aumône. « Comme vous voilà équipé, monsieur le recteur !» s'écria joyeusement le meunier. « Chut !» fit le prêtre. « Dehors, appelle-moi Yann d'Ivalo. »« Oh ! Une fois dans les prés du moulin de Kériel, il n'y a plus rien à craindre. »« C'est ce qui te trompe, » interrompit vivement Don Caris. « Mais d'abord, rentrons. Je te dirai ensuite de quoi il retourne. » Quand il fut installé dans le fauteuil du maître, au coin de l'âtre, devant l'énorme flambée pieusement entretenue par les soins de Marivonne, il commença. « Vous êtes ici dans un fond retiré, et le tic-tac de votre moulin vous empêche d'entendre les bruits du dehors. Mais moi, qui cours les routes, et dont c'est maintenant le métier d'être sans cesse aux aguets comme un sauvage, j'apprends les nouvelles. Elles sont mauvaises.
Un bataillon d'Étampois fouille en ce moment le pays. Ce sont des barbares, des hommes sans foi ni loi. Ils saccagent, ils brûlent, ils tuent. Ils brisent à coups de marteau les statues des saints. Ils font de la pierraille avec nos Christ. Mais leur grande joie est de mettre la main sur un prêtre réfractaire. Il paraît qu'à quelques lieues d'ici, ils en ont rôti un, comme un simple cochon de lait. Je pense toutefois qu'ils n'en ont pas mangé. Or, ces brutes ont mon nom, et ils me cherchent. Un de leurs détachements vient d'arriver, à Ploubezré. Ce matin, je me suis approchée du chef en lui demandant la charité. Il m'a pris au collet, m'a secoué et m'a dit « Découvre le gîte où se terre le ci-devant Don Caris, et tu toucheras un assignat de 1000 francs. » J'ai répondu « Ah, si j'avais su ça plus tôt, mais les gueux comme moi ont du flair, je retrouverais peut-être la piste. » « À la bonne heure, a fait l'homme. En attendant, tiens, bois-moi ça. » Il me tendait une pleine écuellée de vin. Je l'ai vidée à sa santé. « Pauvre monsieur le recteur !» soupira Marivonne en joignant les mains. « Mais non !» repartit Don Caris. « Le vin n'était pas mauvais, et j'en fus tout ragaillardi. Je continue. Vers midi, comme je me mettais en chemin pour venir vers vous, selon ma promesse, un groupe de soudards me dépassa, à peu près à la hauteur du bois de pin, presque au sortir du bourg. « Tiens, c'est notre mendiant de ce matin, dit l'un d'eux, celui-là même qui m'avait fait boire. Eh, vieux, est-ce bien par ici qu'on se rend à Kerriel ? Au moulin ? Oui. J'y vais moi-même, et vous servirai, si vous voulez, de guide. Inutile, il suffit que nous soyons sur la bonne voie. » Il ajouta, en clignant de l'œil. « Rappelle-toi, vieux, la récompense est de 1000 livres. Prends garde seulement de te laisser devancer. »« Oh, oh, fis-je, vous allez plus vite que moi, je le sais, mais tout de même, j'aurais peut-être découvert avant vous la retraite de Don Caris. »« Nous verrons, » dit l'officier. Et sur ce, ils doublèrent le pas, riant et se gaussant. Je m'attendais à les trouver installés ici, et j'ai été agréablement surpris en voyant Jean Derrien arriver au-devant de moi avec sa mine de tous les jours. Ils auront probablement jugé à propos de faire quelques crochets à droite et à gauche, vers les manoirs de Lesguerne et de Kerbastiou. Mais il faut vous attendre à les voir arriver d'un moment à l'autre. « Seigneur Dieu !» s'exclama la meunière. « Et moi, qui ai prévenu tous les voisins que vous célébreriez chez nous cette nuit l'office de Pâques. » « N'était-ce pas chose entendue entre nous, Marivonne ? » fit doucement le recteur. « Mais comment les avertir à présent qu'il y a contre-ordre ? » ?»« Je n'ai pas dit qu'il y eût contre-ordre, Marivonne. »« Quoi ? Vous vous imaginez que ces allées, ces venues de gens dans nos alentours, à une heure si étrange, passeront inaperçues des soudards ? C'est donc votre mort que vous cherchez, monsieur le recteur ? » ?»« Ni ma mort, ni la vôtre, ni celle d'aucune de mes ouailles. N'ayez point d'inquiétude, Marivonne. J'ai réfléchi à tout cela. Nous allons en causer, Jean et moi. Tout s'arrangera bien, j'en suis sûre. Vous, ne vous préoccupez que de faire bon visage aux Étampois. Qu'ils trouvent abondamment à manger, plus abondamment à boire. Pour le reste, Dieu nous aidera. » S'adressant au meunier, il ajouta « Me voilà sec, Jean Derrien. La soirée est admirable. Allons faire un tour par le courtil. » Ils sortirent dans la fraîcheur grise du crépuscule qui tombait. Quand ils rentrèrent au bout d'une demi-heure, Jean Derrien se frottait les mains et dans ses yeux vifs, une gaieté malicieuse brillait. Tout le personnel du moulin était attablé pour le souper, à savoir un garçon meunier, une servante et le petit gardeur de vaches. Marivonne avait déjà mis tout ce monde au courant des événements. Jean Derrien leur dit « Quoi qu'on vous demande de faire, ne vous étonnez de rien. »« Compris, » grommela le garçon meunier, le nez dans son écuelle. On mangea vite et en silence. Le petit gardeur de vaches alla soigner ses bêtes, mais il reparut presque aussitôt pour annoncer que des gens ivres venaient par le sentier du bord de l'eau en chantant une chanson française. C'étaient les soldats du bataillon d'Étampes. Ils étaient 4, dont 3 semblaient avoir bu plus que de raison.
Seul, celui que Don Caris appelait le chef ou l'officier avait conservé en partie son sang-froid. « Où est le meunier ?» demanda-t-il dès le seuil, d'une voix rogue. « C'est moi », fit en se levant maître Jean Derrien. « Fort bien, tu vas nous loger ce soir. »« À ton service, citoyen commandant. Nous sommes prêts à te céder, à toi et à tes hommes, tout ce que nous avons de lit. Mais auparavant, chauffez-vous, si vous êtes transis. Buvez, si vous avez soif. Mangez, si vous avez faim. Ma maison est la vôtre. » « Pas mal parlé, » dit le chef, d'un ton radouci. « Mais sais-tu qu'on la prétend suspecte, ta maison ?»« Qui prétend ça ? De mauvais payeurs, peut-être, pour qui j'ai refusé de moudre. » « Nous en recauserons. Toi, citoyenne, mets notre couvert. » Il s'approcha de l'âtre, reconnut Don Caris qui s'apprêtait à quitter son escabeau pour lui faire place. « Ah, c'est toi, mendiant ? » ?»« Oui, le moulin de Kyriel a toujours été hospitalier. J'y ai, quand je passe, ma couchée de paille à l'étable, » articula le prêtre à voix haute. Puis, plus bas, se penchant à l'oreille du soudard, « J'ai appris du nouveau. Viens me rejoindre dès que tu pourras dans le bâtiment où l'on m'héberge, sous prétexte d'inspecter le logis. » Ayant souhaité le bonsoir à chacun, Don Caris gagna la porte. L'étable où se rendit Don Caris était située au fond de l'aire. C'était une construction assez spacieuse et dont l'intérieur témoignait, du moins pour l'instant, d'une singulière propreté. Les bestiaux, d'ailleurs peu nombreux, avaient été relégués contre l'un des pignons, en sorte qu'on se fût cru dans une grange vide, plutôt que dans une crèche. N'était la fougère fraîchement renouvelée qui jonchait le sol. À l'un des angles opposés au coin des vaches, une charrette renversée sans dessus-dessous formait une espèce de table que recouvrait une pièce de toile étendue là, comme sur un séchoir. Don Caris prit au râtelier une botte de paille et s'y coucha, après avoir placé son bissac sous sa tête en guise d'oreiller. Puis, tout en égrenant dans sa poche son chapelet, il attendit. Son attente ne fut pas longue. La lueur d'une lanterne de corne rougeoya dans les ténèbres du dehors. « Mendiant !» héla discrètement une voix. « Voilà, mon officier. »« Eh bien » ajouta le soudard, en laissant retomber la clef qui fermait les tables. « Don Caris est ici, j'en ai la certitude, foi de Yann d'Ivalo, » affirma le prêtre. « Il ne tient qu'à nous de le pincer. Seulement, dame, il faudrait agir avec prudence. Pour peu que nous donnions le moindre éveil, il nous filera des mains, comme une anguille. Et tes hommes, citoyen commandant, en l'état où je les ai vus, me paraissent plus propres à compromettre le succès de notre entreprise qu'à la servir. Je les obligerais bien à se tenir coi. C'est quelque chose, mais ce n'est pas encore assez. Consentiras-tu à monter la garde toute la nuit en un lieu que je t'indiquerai ? Indique. Viens donc et suis-moi. Mais commence par éteindre ton fanal. » Don Caris se glissa dehors, le long du mur de l'étable, feignant les précautions les plus minutieuses. Le sergent rampa derrière lui. Le fumier dont l'air était couverte étouffait le bruit de leurs pas. Ils franchirent un échalier, prirent une sente étroite qui serpentait à travers prés jusqu'à la rivière. On entendait un grand bruit d'eau. « Attention !» fit le prêtre. « Nous sommes au barrage. Il nous faut passer de l'autre côté. As-tu le pied sûr, au moins ? Va toujours !» grommela entre ses dents l'étampois, qui ne laissait pas de ressentir quelque appréhension devant cette large nappe sombre s'écroulant avec un tel fracas, mais n'en était pas moins résolu à aller jusqu'au bout. De place en place, à longueur d'enjambée, des têtes de pierre noire et ruisselantes émergeaient. Le prêtre se mit à sauter allègrement de l'une à l'autre et fut bientôt sur la rive opposée. Il dut attendre quelque temps son compagnon. 20 fois, celui-ci faillit perdre l'équilibre. Et lorsqu'enfin il prit terre, ce ne fut pas sans un fort soupir de soulagement. Maintenant, en face des deux hommes, se dressait une espèce de promontoire rocheux,
hérissées çà et là de touffes de genêts et d'ajoncs. « Allons, fit le prêtre, nous touchons presque au but. » Et déjà il montait, s'accrochant aux aspérités du granit, aux racines, aux brousses. Le sergent suivait, non sans pester. Ils atteignirent le sommet, après une pénible ascension. Là, sur une plateforme assez vaste, se voyaient des pans de murs en ruine, vestiges de quelque antique demeure féodale. Don Caris souleva un épais rideau de lierre, et le sergent aperçut le trou béant d'une poterne ouvrant sur les premières marches d'un escalier souterrain. « Voilà, dit le prêtre, le petit gardeur de vaches du moulin m'a confié que le ci-devant recteur est caché là-dedans depuis près de 8 jours. Les paysans de la région lui apportent de la nourriture la nuit, environ sur le coup des 2 heures du matin. Il se risque alors à sortir. Fais bonne garde, et tu es assuré de t'emparer de lui. Mais attends qu'il soit dehors, sinon il aura tôt fait de disparaître sous terre par des voies ténébreuses et inextricables dont il connaît toutes les issues, mais où tu t'ensevelirais vivant. S'il te prenait fantaisie d'essayer de l'y poursuivre, donc prudence, patience et vigilance. Pour le moment, regagnons le moulin. Tu feras semblant de te coucher avec tes hommes dans la cuisine, et vers minuit, tout le monde endormi, tu t'esquiveras pour te rendre ici derechef. »« Et toi ?» demanda le soudard, quelque peu perplexe. « Comment, moi ?»« Oui, ton intention n'est pas de m'accompagner ? Il ne manquerait plus que ça. Ce serait le moyen de tout faire rater. Si tout à l'heure, on ne me trouvait allongé sur ma botte de paille, l'alarme serait vite donnée, et le ci-devant prêtre vite averti, sans compter qu'un de ces jours, il m'en cuirait fort d'avoir voulu te livrer Don Caris. Je ne tiens nullement à être haché en menus morceaux ou jeté à l'eau une pierre au cou. » Ce disant, le faux mendiant dévalait l'âpre pente. Le soudard l'imita. « Là, fit Don Caris, quand ils furent sur l'autre rive du Léguerre. Maintenant, séparons-nous. Prends le sentier qui côtoie l'eau. La lumière qui brille aux fenêtres du moulin te servira de phare. Bonsoir et bonne chance. » Le vieux recteur était rentré depuis quelque temps dans l'étable, quand on gratta faiblement à la porte. Il alla ouvrir, c'était le petit gardeur de vaches. « Je viens de la part de maître Jean, » murmura l'enfant. « Il vous fait dire que tout va bien. Le chef est parti pour l'endroit que vous savez, et ces 3 hommes ivres morts ronflent comme des serpents d'église. »« Dieu soit loué. Quelle heure est-il ? Minuit passé. C'est donc le moment. Aide-moi à terminer les derniers préparatifs. » Le vieillard plongea les mains dans son bissac, en tira successivement un crucifix de cuivre, un ciboire, un surplis, des fioles contenant le vin à consacrer. Le tout fut disposé sur la charrette renversée qui devait tenir lieu d'autel. Le pâtre sortit, puis revint, avec 2 longues chandelles de résine qui furent allumées en guise de cierge. « Les gens sont dans le bois, qui attendent, dit-il. »« C'est bien. Que Jean Derrien donne le signal, » répondit le prêtre, déjà revêtu de son surplis. Peu après, un « ouh » strident, prolongé, d'oiseau de nuit, retentit dans le vaste silence. Des formes d'hommes, de femmes, d'adolescents et de fillettes surgirent en foule des profondeurs sombres. « Entrez, entrez, disaient maître Jean et Marivonne. Il y aura de la place pour tout le monde. » La grange ne tarda pas à s'emplir. Dans le fond, les vaches réveillées soulevaient avec étonnement leurs mufles graves. Don Caris, se tournant vers l'assistance, lui rappela en quelques brèves paroles la solennité de la grande fête pascale. Puis la messe fut célébrée. Le petit pâtre faisait les fonctions d'enfant de chœur et donnait les réponses à l'officiant. Un groupe de jeunes filles entonnèrent l'Alléluia. Un recueillement doux planait. Toutes les tristesses de l'époque présente étaient oubliées. La lumière fleurie des anciens dimanches de Pâques rayonnait sur les visages et dans les âmes, malgré l'heure obscure et la pauvreté du décor. À l'élévation, le gardeur de vaches fit tinter la clochette de fer qui pendait d'ordinaire au collier des chevaux du moulin, et la communion commença.
Grands et petits défilèrent tous, un à un, pour recevoir l'hostie des mains du vieux prêtre. Il les bénit, puis d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Vous m'êtes témoin, prononça-t-il, que j'ai toujours tâché de faire ce qui dépendait de moi pour assurer l'œuvre de votre salut. J'ignore ce que l'avenir me réserve, que ma mémoire vous soit douce et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Allez en paix. » Resté seul avec le meunier, il lui dit : « Tu vas m'accompagner, maître Jean. J'ai encore un devoir à remplir, qui est de relever de sa garde l'homme que j'ai mis en sentinelle sur le sommet de Roggevran. » Et comme Jean Derrien se récriait : « Il le faut, marchons. Sinon, avant ce soir, ton moulin serait en cendres, toi-même et les tiens massacrés. » Une blancheur d'aube se dessinait vaguement au fond du ciel. Quand ils furent arrivés sur la crête du promontoire de granit, ils trouvèrent le sergent tapi à côté de la poterne et luttant avec effort contre le sommeil. « Eh bien ?» demanda avec un sourire don Caris. « Je n'ai rien vu, rien entendu, » grogna le soudard. Et, remarquant le sourire du prêtre, « Te serais-tu moqué de moi par hasard ?» Ses doigts jouaient autour de la gâchette de son fusil à pierre. « Non. Je t'ai promis de te livrer don Caris. Tu vas être satisfait. Mais donnant, s'il te plaît. Où sont les 1000 francs ?» Le soudard sortit de sa poche un papier crasseux. « C'est bien. Remets cet argent à cet homme, » continua le recteur en désignant le meunier. Et comme le soudard hésitait, étonné, sans comprendre, « Je suis don Caris, » articula tranquillement le vieux prêtre. Puis, se tournant vers Jean Derrien qui assistait à la scène, muet et blême comme un mort, il lui dit en breton : « Prends-en souvenir de moi, et plus tard, quand des temps meilleurs seront revenus, fais édifier une croix de pierre à la place où je serai tombé. On vous la montrera, cette croix de pierre, sur le bord de la grande route qui mène de Lannion à Plouaret, à l'angle d'un champ dont les talus se constellent chaque année aux approches de Pâques de primes verts couleur de sang. Elle est massive, fruste, ne porte aucun nom, aucune date, mais les gens de Ploubezré ne passent jamais devant elle sans s'y agenouiller pieusement. Ils l'appellent Croise don Caris, la croix de don Caris, et plus d'une vieille du pays s'imagine que le recteur martyr y fut réellement crucifié. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Vieilles histoires du pays breton de Anatole Lebras. On vient d'écouter du coup Histoire Pascal. J'ai décidé de publier que ce conte-là parce que le suivant il est assez long, donc ça aurait fait un peu beaucoup, donc tant pis, hein, on va prendre notre temps. Je vous avouerai que j'étais un peu moins fan de... C'est tellement teinté de religion et c'est quelque chose qui est tellement loin de moi que ça me touche pas trop. Mais par contre, je retrouve pas mal d'éléments autour du sacrifice, j'allais dire de la piosité, de la... être pieux, de la... Google est ton ami. La pieuseté, la piété, peut-être, la piété. Donc, comme je vous ai dit, en fait, la Bretagne, historiquement, elle est quand même très attachée à la religion catholique, chrétienne catholique. Il y a même une histoire... Alors, je ne sais plus si c'était pas au fin 19e, début 20e, où la coiffe des Bigouden, ou peut-être même à cette époque-là, la coiffe des Bigouden a grandi parce qu'on menaçait en fait les clochers des églises. Et c'était une telle fierté en fait, ces clochers d'église pour les Bretons et donc pour les Bigoudens, que les Bigouden ont choisi d'édifier ces fameux clochers sur leur coiffe. Et
c'est vrai que dans mon enfance, en fait, je vous avais déjà dit, quand mon arrière-grand-mère était vivante, on allait au pardon de Sainte-Anne-la-Palud, qui était... Je crois qu'il a encore lieu, et il y avait quand même pas mal de gens. Après, bon, moi, j'ai jamais vraiment été croyante ni pratiquante, je suis pas baptisée, et c'est assez étrange, ça m'est assez étranger, mais je me souviens qu'il y avait une espèce de ferveur, un côté assez kermesse aussi, voire fête foraine, parce qu'il y avait des conneries à manger, quoi. Il y avait les stands de galettes et les trucs de bonbons. Mais ma grand-mère, ouais, elle croyait. Je me souviens de ça. Mon arrière-grand-mère. Mais c'est vrai que dans les vieilles histoires comme ça, pas forcément celle que je viens de vous lire parce que c'est la première fois que je le lis. Oui, on a quand même cette figure du breton attaché à sa religion. Par conséquent, pas très pote avec la Révolution qui était anticléricale. Et quelque part, moi, je le trouve assez touchant dans la résistance pour vouloir protéger en fait ce qui lui est important, donc sa religion. Après, bon, c'est vrai que les fans, je suis généralement pas très fan des histoires de sacrifice, que ce soit dans les contes ou ailleurs. Moi, je serais plus courage, fuyons, on va trouver une autre solution. Mais ouais, les histoires de sacrifice, je pense que dans des situations très complexes, des gens se sacrifient vraiment, sacrifient leur vie ou sacrifient leur peau, quoi. Le fait d'être vivant à une cause ou pour protéger leur famille, par exemple, ou dans d'autres situations, ils peuvent sacrifier, je sais pas, une carrière, enfin ce qu'ils imaginent leur vie pour pallier, pour aider, etc. Mais c'est une notion qui ça m'est pas forcément étranger, si vous voulez. Je pense que je suis capable de certains sacrifices pour des choses qui me sont importantes, mais pas le sacrifice de ma peau, entre guillemets. Pas à ce point-là. Après, je ne suis pas pieuse. Mais je suis toujours aussi fan des descriptions d'Anatole de Braz. Il y a vraiment une belle plume, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je m'arrête là, donc ça va être un peu court parce que l'histoire n'est pas très longue non plus. Ça me rappelle un petit peu aussi un moment dans Outlander quand Jamie et Claire sont partis à la Librock, je sais pas comment ça se dit, la maison de Jamie. Il y avait toute une histoire aussi avec des caches où les prêtres allaient se planquer en fait dans le château du temps où ils risquaient leur peau justement, je sais plus qui exactement butait les prêtres. Donc il y avait peut-être une histoire de catholique contre protestant, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. En histoire, j'ai un peu tendance à patauger, mais je crois que c'était un truc comme ça. Et je crois que c'est quelque chose assez récurrent que les prêtres, assez régulièrement, et puis peut-être d'autres religions aussi, ont pu être persécutés par d'autres groupes de personnes qui les aimaient pas. Donc voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon samedi. Le prochain conte sera bien, il fera bien le double, je pense, et je n'aurai plus ce petit micro cravate, mais un bon gros micro avec un bras que vous ne verrez sans doute pas, ou il sera peut-être sur le côté. Mais ça ne sera pas dans ce bureau-là parce que comme c'est une petite manip pour l'installer, le temps que je le mette, que je comprenne comment ça fonctionne, les réglages pour l'enregistrement. Après, peut-être faire un montage autrement. Peut-être que le prochain compte sera de meilleure qualité audio. Je l'espère pour vous. C'était mon cadeau de mon chéri pour mes 42 ans. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour le Diable au corps de Raymond Radiquet. Oh. Salut!